J'ai arrêté de manger quand j'ai envie, je mange juste quand j'ai besoin. Ma chérie, va falloir que tu te reprennes en main parce que là, ça va pas du tout. Déjà de 1 pour ton poids, de 2 pour ta santé. À chaque fois que tu vas dire oui à un gâteau cette semaine, tu vas dire non au corps de tes rêves. Sur les réseaux sociaux, notamment TikTok ou encore Instagram, le culte du corps est ultra présent avec des contenus pour la plupart du temps liés au sport ou à l'alimentation, des diktats aux effets dévastateurs lorsqu'on sait qu'en France, 600 000 jeunes sont touchés par des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie. Est-ce que t'as encore envie de te cacher à la plage, de mettre un paréo, de mettre un maillot dans lequel tu ne te sens pas bien, de mettre un 1 pièce au lieu d'un 2 pièces, alors que toi tu kiffes les 2 pièces, mais les 1 pièce, c'est relou les 1 pièce, hein. Surtout que quand tu mets un 1 pièce, tu peux pas bronzer du ventre. Je suis pas aussi agressive que les américaines, mais je veux juste réveiller les troupes. Je suis là pour motiver en fait. Donc ma chérie, tu scrolles sur TikTok là si tu vois ma vidéo, tu vas te lever, tu vas aller mettre ton ensemble de sport et tu vas aller courir, faire du pilates, du crossfit, du cardio, je sais pas, faire une vidéo sur YouTube, mais tu vas te bouger. Gros bisous, abonne-toi. Là on est dans l'archétype de ce qu'il faut pas faire. Elle a l'impression naïvement de motiver et en fait elle est juste stigmatisante. C'est-à-dire que, en gros, c'est parce que je suis sur un canapé et que je mange mal que du coup je suis gros. Alors c'est quand même un poil plus complexe que ça. C'est tellement généraliste, on pourrait en parler pendant des heures en fait, tellement c'est atroce pour moi. En fait c'est pas tout faux, mais c'est tellement simplifié que ça en devient fou en fait. Elle a l'impression de motiver, mais encore une fois, la motivation c'est pas juste dire ce qu'il faut faire. On sait tous ce qu'il faut faire. La question c'est pas savoir, la question c'est comment faire. Donc en fait moi si je vois une vidéo comme ça, bon, je me dis ouais en fait je vais retourner au McDo. En plus après voilà, elle a les codes, hein. Elle est en petit haut, après elle monte son ventre, l'air de dire c'est parce qu'elle fait ça que du coup ça marche. Peut-être qu'elle veut bien faire, je dis bien peut-être, mais à mon sens, elle vaut pas un copec. Ce type de contenu qui indigne le docteur Kevin Seissel, on l'appelle le skinny talk. Il a cartonné sur la plateforme TikTok pendant les 6 premiers mois de l'année. Pourtant, inciter à la maigreur extrême est un délit puni par la loi, et ce depuis 2015 déjà. Début juin, et sous la pression d'une pétition qui a récolté plus de 26 000 signatures, Clara Chapaz, secrétaire d'État chargée du numérique, annonçait l'interdiction du hashtag de la plateforme. TikTok est d'ailleurs dans le viseur des autorités. Au mois de mars, l'Assemblée nationale a lancé une commission d'enquête sur les effets psychologiques du réseau social sur les mineurs, avec pour objectif à la fin de proposer des mesures pour protéger les plus jeunes, notamment en matière de régulation des contenus et de modération. Et TikTok dans tout ça ? Eh bien, on a décidé de leur poser la question, à savoir pourquoi est-ce que la plateforme a pris du temps à réagir à la montée de ce hashtag SkinnyTalk. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Nous n'autorisons pas la diffusion ou la promotion de contenus qui valorisent les troubles du comportement alimentaire. Nous avons bloqué les résultats de recherche pour SkinnyTalk depuis que ce hashtag a été associé à des contenus encourageant une perte de poids malsaine. Bon, on a quand même eu envie de faire le test, et quand on fait la recherche SkinnyTalk, eh bien cette page apparaît, mais si on change quelques lettres au hashtag, les contenus vantant la maigreur extrême sont toujours là. L'interdiction des hashtags ou le fait de, devoir modérer, et j'appelle pas ça modérer, mais plutôt censurer un hashtag, je suis pas certain que ce soit la bonne approche, parce qu'il y a l'algo speech en fait. C'est-à-dire que les utilisatrices et les utilisateurs, ils savent très bien comment contourner les interdictions sur TikTok. Ils n'utilisent pas le mot viol, ils utilisent le mot V, ils n'utilisent pas le mot suicide, ils utilisent un autre truc. Il y a tout un espèce de jeu de chat à la souris qui se développe constamment entre la plateforme et les utilisateurs. Mais à la fin des fins, les utilisateurs, ils arrivent toujours un peu à faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Mais alors pourquoi ces utilisateurs, des jeunes essentiellement, se sont intéressés à ces contenus et continuent encore aujourd'hui de les relayer ? Eh bien c'est un mélange d'algorithmes et de psychologie. Avec les réseaux sociaux, ce qui est flippant, c'est que l'algo comprend les contenus qui nous intéressent. Donc si on est dans une démarche par exemple de contrôle du poids, de perte de poids, à partir du moment où on va regarder 1, 2, 3 vidéos qui ont des contenus finalement qui sont un peu déviants, et bien automatiquement l'algo il a compris que c'est ça qui nous intéresse et donc il va nous proposer que ça. Finalement, on a l'impression que la norme c'est ça, puisque finalement l'algo nous propose que ça. Après oui, effectivement, il y a des gens qui développent des TCA à cause justement de ça, parce que ça renforce ce sentiment de en fait ils font bien de le faire, et qu'en fait c'est normal de le faire. Il y a un espèce de phénomène de glissement. C'est-à-dire que par exemple,
je suis une jeune fille sur TikTok, j'ai l'habitude de voir du contenu avec des filles qui dansent, qui sont plutôt belles, super physiques, etc. Et puis je vais avoir une routine beauté d'un autre côté, et puis ensuite la vidéo d'après, je vais avoir quelqu'un qui va donner des conseils pour bien se nourrir, et puis au bout d'un moment, je vais avoir des conseils de quelqu'un qui me dit bah, pour perdre quelques kilos, ça serait pas mal de faire comme ci ou comme ça, voilà la nouvelle trend qui est en cours en ce moment. Et puis 5-6 vidéos plus tard, on tombe dans le skinny talk en fait. Et donc il y a toujours un peu cet effet de ce que les Américains appellent le pipeline, ou une forme de glissement, où en fait l'algorithme, s'il voit que j'accroche à ce type de contenu, il va m'amener sur des vidéos qui vont confirmer de plus en plus mes goûts, de plus en plus mes biais, et en fait bah, ça va être cette fameuse enfermement, cette bulle d'enfermement, quoi. TikTok pousse inévitablement du contenu toxique. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont plus ou moins au courant, est-ce qu'ils le savent, et s'ils le savent, est-ce qu'ils font quelque chose? Ça, c'est une question que pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. L'algorithme va enfermer l'utilisateur dans une bulle, et que ce soit sur TikTok, Instagram, X, etc. Et ça a un effet particulièrement dangereux, notamment sur les jeunes en pleine construction sociale. Ça, c'est ce que nous a confirmé Sabine Duflo. Elle est psychologue à l'EPSM Georges Daumeson de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret. Elle vient en aide aux ados addicts aux écrans. La particularité d'un adolescent, c'est la construction du moi social, la recherche d'une identité sociale. Il cherche une identité non plus dans le groupe familial, mais en dehors. Aujourd'hui, c'est via des influenceurs sur les réseaux sociaux. Même ne sont pas des influenceurs, on va dire, vertueux. L'objectif n'est pas d'éduquer, mais de gagner de l'argent, quoi. Les jeunes sont les premières proies, quoi. Les enfants et les adolescents. Les filles cherchent beaucoup de reconnaissance sociale, sont très sensibles et cherchent des relations aussi. Elles sont en demande de relations sociales. Les garçons sont plus en demande de jeu. Et malheureusement, l'identité proposée par les réseaux sociaux, mais par tous les médias audiovisuels en général, pour la fille, c'est une identité qui se réduit au paraître et à l'image. Donc qui est très enfermante et aliénante. Si on cible sur les réseaux des influenceurs qui ont une légitimité d'experts dans un domaine, là c'est cool. Parce que finalement, du coup, on a quelqu'un en face de nous qui est un professionnel de la santé et qui va parler avec justesse finalement de l'alimentation. La problématique, c'est que le jeune va avoir tendance à donner du crédit à celui qui a beaucoup d'audience. Le revers de la médaille, c'est que les plus experts ne sont pas ceux qui ont le plus de followers. Pourquoi? Parce qu'ils vont être beaucoup plus nuancés et qu'en fait, on n'a pas envie d'un discours nuancé. Ce qu'on a envie, c'est qu'on nous dise quoi faire. En fait, c'est pas ça la vraie vie. Mais voilà, en fait, pour voir qui, on va dire, on peut légitimer ou pas, c'est pourquoi pas aller faire des recherches sur la personne, qui il est, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il prône, est-ce qu'il a quelque chose à vous vendre? Et puis derrière, après, c'est aussi potentiellement se dire, est-ce qu'il a un discours nuancé ou pas? S'il a un discours binaire, next, on sait pertinemment que ce sera pas une personne fiable. Ces contenus toxiques touchent surtout des jeunes filles, mais parfois aussi des adultes. Amandine vit depuis son adolescence avec des TCA. Elle a été hospitalisée, elle avait perdu jusqu'à 50 kilos. Les réseaux ont eu un véritable impact sur sa maladie. Ça pousse à la maigreur extrême. On voit des photos de femmes maigres. Et on a envie de leur ressembler parce que quand on est dans l'anorexie, on est dans la comparaison. Avec le diktat de la minceur, la mise en avant des régimes, ça a une mauvaise influence sur moi parce que je me suis mise à me restreindre encore plus. Sylvie Benkemoun est psychologue et présidente du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Elle rappelle que les réseaux amplifient la grossophobie, un phénomène qui d'ailleurs n'est pas nouveau. On en est à la 4e génération de femmes au régime. Donc parfois, c'est vraiment si on faisait un petit livret avec le code des bonnes conduites. Pour une femme, le code des bonnes conduites, c'est d'être au régime en permanence. Ça fait partie de la valeur, ça fait partie du droit à exister, du droit à aimer. C'est assez incroyable. Et quand les jeunes qui sont sur TikTok ont entendu leur mère se plaindre parce qu'elle avait pris 2 kilos et puis de se traiter de tous les noms. Parce que le problème de la grossophobie, c'est qu'elle est internalisée. Et c'est pour ça qu'elle se transmet. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens concernés le croient. Et à partir du moment où ils le croient, eh bien, ils vont tout faire pour changer les choses.
Dès la première entrée dans le cabinet, moi je sais reconnaître, ma collègue qui travaille avec moi aussi, on dit tiens ça c'est une TikTokeuse. On le voit tout de suite. Parce qu'il y a un formatage physique, tout simplement. Il y avait une féministe américaine qui disait que l'alternative pour une jeune fille aujourd'hui, c'est d'être invisible ou baisable. C'est horrible, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, soit je suis un objet de désir pour les hommes et donc mon seul objectif c'est de soigner en permanence une apparence sexy, soit je n'existe pas aux yeux des autres. C'est ça sur les réseaux sociaux, elles ne vont pas trouver des jeunes filles qui les entraînent à des projets communs, des projets politiques, sociétals, écologiques, ce que vous voulez. C'est uniquement des systèmes permanents de comparaison de soi, de mise en scène de soi. L'utilisateur se trouve coincé, son algorithme le pousse vers des contenus toujours plus extrêmes, entraînant chez lui une insatisfaction corporelle et donc une véritable douleur psychique, voire même des TCA. Ça m'évoque une violence extraordinaire qui insiste sur le fait que tout le monde peut, avec de la volonté, faire de son corps, en fin de compte, ce qu'il veut et que le corps est malléable et qu'on peut en faire ce qu'on veut, ce qui est vraiment fou. Et c'est très dangereux pour les jeunes, puisque on sait que l'insatisfaction corporelle, c'est partagé peut-être par 70 ou 80% de personnes. Donc ça pousse les gens à faire un peu n'importe quoi pour essayer de se conformer, et ça n'aide pas à la diversité et au fait que on peut vivre avec des corps très différents. Et ça entérine aussi l'histoire que tout se mérite. C'est-à-dire que la séduction se mérite, le poids se mérite, la santé se mérite. Il y a une espèce de méritocratie de l'apparence qui est très dangereuse. Pourtant, les contenus Skinny Talk ou d'autres tout aussi toxiques sur l'alimentation et le physique n'ont aucune réalité scientifique. Ils sont même un non-sens si on veut perdre un peu de poids. Les contenus qui font fureur, c'est déjà se mettre torse nu, être taillé comme un Apollon. Tout ça pour que l'auditeur assimile l'alimentation et le physique. Et qu'en fait, pour lui, ça fasse sens que c'est parce qu'il mange comme ça qu'il a ce physique. Sauf qu'ils oublient de vous dire, c'est que c'est leur métier, qu'ils vont peut-être 6 heures à la salle pour entretenir ce physique. Donc, c'est un biais en fait. Et c'est ça qui monte pas, c'est l'envers du décor. Et c'est pas parce qu'on mange seulement qu'on a un physique mince. Et encore moins un physique musclé. Donc ça, je pense que ce truc très simpliste qu'on a, faut un peu le détricoter. Par contre, effectivement, si on développe un surpoids lié à notre alimentation, remanger sainement va nous aider à perdre du poids et à revenir à un état pondéral qui sera plus bas, et donc auquel cas avec une meilleure santé. Mais en fait, ce qu'il faut viser, c'est pas le poids, c'est la santé. Et en fait, je dis ceci toujours, le poids, ce n'est qu'un tout petit indicateur santé. C'est un parmi tant d'autres. C'est-à-dire que, ça se trouve, moi, je mange super mal, et en fait, j'ai la chance d'avoir un patrimoine génétique qui fait que j'ai un physique mince. Et auquel cas, du coup, je peux être en très mauvaise santé. Amandine, elle, s'en est finalement sortie, entre autres grâce au réseau, car comme ailleurs on trouve le pire comme le meilleur, aujourd'hui elle invite les utilisateurs à adopter une relation plus saine au réseau et surtout se faire aider. J'ai trouvé des groupes d'entraide, comme sur Facebook, le groupe Anorexie, ou alors sur Instagram, j'ai voyé des façons de s'alimenter saines, avec des idées de repas. Comme j'étais en dénutrition sévère, ça m'a aidé à me réalimenter. En fait, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à des professionnels parce qu'ils sont là pour nous aider. Tout seul, on ne peut pas s'en sortir.